Mon papa. Mon papa aime me raconter des histoires. Des histoires terribles. Je ne crois pas qu'il le fasse exprès. C'est seulement qu'il aime bien me parler. Nous marchons dans l'arrière-cour, mon papa et moi, et il me montre les plantes et les créatures qui y vivent, et il me raconte des histoires. Des histoires terribles. Il me prend la main et me montre les citrouilles, les fèves-au-lard et les araignées, tout en me racontant ces histoires. Il n'a pas une voix forte, mon papa. Sa voix est douce, le genre de voix que vous souhaitez entendre de la part d'un papa qui raconte de belles histoires. Sauf qu'il ne raconte pas des belles histoires. Je ne sais pas s'il raconte des histoires terribles parce qu'il devient chauve ou parce que ce sont les seules histoires qu'il connaisse. Il jure beaucoup, mon papa. Il dit des gros mots et appelle Jésus. Il marmonne aussi tout le temps et marche en claudiquant. Les animaux l'aiment bien par contre, et les enfants aussi. Il est bien gentil avec les enfants et les animaux, et il passe beaucoup de temps avec ses plantes. Il plante des fleurs et des grimpants et des arbustes et des légumes. Et il ne chante pas en travaillant, mon papa. Il sourit s'il est content, ce qui arrive souvent, sauf s'il se blesse, ce qui arrive souvent aussi. Lorsqu'il se blesse gravement, habituellement sur sa tête dégarnie, il jure et dit «Oh, sacrebleu!» et d'autres gros mots. Il a l'air en colère et il claudique encore plus. Il lance un regard furieux et grimace et vous ne voulez pas être près de lui après cela. Et il continue de travailler par contre, parce que c'est ce que le papa de mon papa aurait voulu qu'il fasse. Travailler, c'est ce que fait mon papa et c'est ce que le papa de mon papa faisait. En plus de raconter ces histoires, je ne pense pas que papa le réalise vraiment, mais toutes ces histoires se terminent mal. Elles peuvent bien commencer, puis il dira «Ah, cela me rappelle de quelqu'un», avant de poursuivre une histoire qui a l'air bien banale, mais qui finit d'une manière terrible. Papa ne fait pas exprès de me terrifier avec ses histoires. Je ne pense même pas qu'il sache qu'elles sont terrifiantes. Il croit seulement que c'est une histoire de sa vie et que, en tant que son fils, l'écouter m'intéresserait peut-être. Parce que toutes ces histoires sont vraies. Il n'invente rien. Et j'y pense parfois lorsque je suis éveillé au milieu de la nuit. Parce que si toutes les histoires de papa sont vraies, qu'en est-il de la mienne? Sera-t-elle aussi horrible? Papa pense que non. Du moins, c'est ce qu'il me dit lorsque je suis effrayé. Il est toujours gentil lorsque j'ai peur. Et il me lit des histoires à l'heure de dormir. Elles ne sont pas terribles parce que ce ne sont pas les siennes. En fait, elles sont plutôt ennuyeuses. Parce que les histoires de papa, c'est les meilleures, même si elles sont terribles. La pierre sur la route. Lorsque papa et moi allons faire un tour en voiture et qu'il y a un embouteillage, papa raconte cette histoire. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a oublié qu'il me l'avait déjà raconté, mais tout en attendant que la voiture devant nous avance, il me la raconte à nouveau. Ah, je me souviens d'avoir été bloqué dans un embouteillage une fois, il me dit. Lorsque j'étais plus jeune et avec beaucoup de cheveux, je conduisais vers le nord de Toowoomba pour voir ta mère. Oui, papa, je réponds en le regardant. Et à partir de là, il se met à me raconter comment il conduit dans les montagnes, là où les routes sont serpentées, et comment il doit rouler lentement pour ne pas écraser les gens en bicyclette ou qui étaient dissimulés dans les lacets. Une fin de semaine, tout en allant, ma mère après une semaine passée à travailler avec les enfants de l'école où il enseignait, la circulation semblait très lente. Pour finir, les voitures se sont complètement arrêtées, ce qui a fortement irrité mon papa. «Oh, qu'est-ce qui se passe?» a-t-il crié, tout en essayant de voir ce qui se passait à l'avant. La voiture avançait de quelques mètres à la fois. Ceci se passait bien avant les téléphones cellulaires, donc papa n'avait rien d'autre à faire que de jurer et d'essayer d'avancer tranquillement. 10 minutes s'écoulèrent, puis 20, jusqu'à ce que mon papa finisse par contourner un lacet et aperçoive un policier.
Bonjour officier, a dit papa, qui tentait toujours d'être poli envers les policiers, même lorsqu'il était en colère. Savez-vous pourquoi la circulation est si ralentie? Eh bien oui, A répliqué l'officier de police. il y a eu un accident à l'avant et vous allez devoir le contourner. Papa pencha sa tête en dehors de la vitre. L'officier avait raison. Un bloc de roche géant était tombé de la falaise et bloquait la voie sur laquelle conduisait papa. C'était le plus gros bloc de roche que papa n'avait jamais vu. Il semblait plus gros qu'une voiture. Mon Dieu, a dit papa, c'est un sacré gros bloc. Les voitures avançaient, toujours au ralenti, contournant le bloc de roche, une par une, alors qu'un autre policier leur signalait de passer. Papa s'est arrêté et a démarré la voiture, car finalement, ce fut son tour de passer. Et c'est là que l'histoire devient vraiment terrible. Parce qu'alors que papa s'apprêtait à contourner le bloc rocheux qui était plus gros que sa voiture, comme il l'avait deviné, il regarda avec plus d'attention et aperçut la chose la plus étrange qu'il ait jamais vue. Il y avait une petite couche bleue qui ressortait de sous le bloc. Elle semblait avoir environ 1 pouce d'épaisseur et était collée juste sous le bord de la roche. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Se demanda papa. C'est seulement lorsqu'il a dépassé l'avant du bloc qu'il aperçut le bout d'un phare lumineux écrasé et qu'il réalisa ce qui s'était passé. Il y avait une voiture sous le bloc de roche. Une voiture qui s'était trouvée juste devant papa, avec des gens dedans. Ils conduisaient sans doute en riant ou en s'inquiétant de leurs problèmes, ou ne faisaient rien du tout, lorsqu'un gros bloc de roche est tombé du haut de la falaise et les a écrasés, eux, avec leur voiture sur la route. Réduit à la taille de crêpe. Le tout en une seule seconde, peut-être même moins. C'était horrible. Il ne saurait jamais ce qui s'était produit. Ils sont passés d'humains à crêpes en moins de temps qu'il a fallu pour lire cette phrase. Bon sang, s'est dit papa, tout en s'éloignant rapidement. Et il raconte sans cesse cette histoire depuis cet événement. L'expérience scientifique. Une fois, j'ai dit à papa que j'aimais les sciences et que je voulais les étudier une fois au lycée. Oh, les sciences, qu'il a dit. J'ai connu un professeur de sciences autrefois. J'ai su dès le départ qu'il allait me raconter une de ses histoires, et qu'elle serait terrible. Vraiment, papa? Ai-je dit. Comment il était? Oh, il était un type charmant, s'est rappelé papa. C'est son expérience qui est devenue un cauchemar. Papa était un professeur aussi, vous voyez, et il avait plein d'histoires de professeurs à raconter. Dans une de ces histoires, un professeur qui n'était pas gentil était en train de tondre sa pelouse un matin, chez lui dans la banlieue. Il utilisait une de ces tondeuses à monter aux grosses lames tranchantes qui tournaient et tournaient en coupant tout ce qu'il y avait sur le passage. J'avais en fait deviné la fin de l'histoire, même si je n'avais que 10 ans. Cet homme pas gentil se promenait sur sa tondeuse, allant de haut en bas des petites collines sur son domaine, sur l'herbe et sous les arbres. Il passait sur les serpents et avait même essayé de passer sur un oiseau. Il rigolait dans sa barbe en même temps. Du moins, c'est ce que papa a dit. Bien sûr, un événement horrible devait se produire au moment où l'homme a levé ses yeux du sol tout en chassant un wombat. À ce moment, il toucha une roche et sa tondeuse se retourna sur elle-même, l'écrasant au sol. Bien sûr, les grosses lames tranchantes au-dessous s'apprêtèrent à lui trancher ses jambes, ce qui fut assez traumatisant pour l'homme pas gentil, car il aimait bien ses jambes. Oh, c'était avant l'invention de tous les gadgets de sécurité modernes, a expliqué papa de manière solennelle. Et c'est aussi avant les téléphones cellulaires, donc l'homme barbu qui n'était pas très gentil, mais qui ne méritait pas de se faire tondre les jambes, ne pouvant faire rien d'autre que de rester allongé là, criant à l'aide et espérant ne pas mourir. Heureusement pour lui, sa femme arriva et fut capable d'arrêter la tondeuse et de le reconduire à l'hôpital où ils ont pu lui sauver la vie. Mais pas les jambes.
Et donc, la chose la plus horrible fut donc que ce professeur n'a jamais pu remarcher suite au fait que ses jambes se soient fait prendre dans la tondeuse parce qu'il avait essayé d'écraser un wombat. Au lieu de cela, sa femme lui a acheté une chaise roulante et il a donc pu se déplacer en fauteuil roulant d'un bout à l'autre de l'école en utilisant une rampe spécialement construite pour lui. Ce qui était drôle, enfin selon mon papa, était qu'après s'être fait tondre les jambes, cet homme pas trop gentil est quand même devenu assez gentil après tout, qui savait ce qui était important dans la vie. Papa pensait que c'était assez drôle en fait. Mais bon, revenons au professeur de sciences de papa. Contrairement à l'homme à la tondeuse, celui-ci était apprécié de papa et les autres professeurs et étudiants aussi parce qu'il faisait toujours des expériences qui explosaient, sifflaient et donnaient des étincelles colorées. Tous les autres enfants dans les autres classes étaient jaloux. Lors de cette expérience particulière, le professeur avait fait bien des efforts pour installer un bêcher sur son bureau à l'avant de la salle de classe avec des tubes à essai remplis de produits chimiques colorés. Approchez-vous les enfants, a dit le professeur. Ceci est une expérience merveilleuse que vous allez raconter à vos amis et familles pendant bien longtemps. Et ils se sont rapprochés. Il y avait des grands enfants, des petits-enfants, des enfants laids et des enfants souriants. Certains enfants riaient à la pensée d'une expérience avec des étincelles et des explosions, alors que d'autres n'étaient pas vraiment intéressés et espéraient seulement dormir sous leur bureau. Jimmy était certainement intéressé. Il était petit et trapu et il s'était dépêché d'aller à l'avant afin de pouvoir bien voir le bêcher. Il y avait aussi Rex, qui était très grand avec des bras dégingandés. Il se tenait aux côtés de Jimmy et penchait la tête pour ne rien manquer. Le professeur versa une solution verte dans le bêcher, puis une solution rouge. Une flamme bleue brûlait sous le bêcher, faisant bouillonner la solution lentement et légèrement au début, puis faisant rapidement des bulles de plus en plus grosses. « Eh, que va-t-il se passer, monsieur » demanda le petit garçon un peu effrayé. « Ah » dit le professeur. « Vous voyez, le produit chimique rouge représente... » Et puis la chose terrible arriva, tout comme je l'avais prédit. Après tout, papa n'avait aucune histoire heureuse. Le bêcher explosa. L'explosion fut si forte que le directeur, 3 immeubles plus loin, l'entendit et renversa sa tasse de thé. L'explosion fut si forte que Rex, qui était grand et dégingandé, reçut des éclats de verre en plein estomac, déchirant sa peau, et ce qui eut pour conséquence de l'emmener à l'hôpital pour que les docteurs puissent le sauver. Et pour le petit Jimmy, qui tentait si bien de voir ce qui allait se passer, l'explosion fut si forte que le haut de sa petite tête explosa. Il est mort, tout comme le professeur. C'était horrible. Cette histoire de mon papa explique exactement pourquoi je ne veux pas étudier les sciences au lycée. L'œil et la brindille. J'aime bien jouer dehors. La plupart des garçons aiment bien ça. Je me promène en bicyclette, cherchant des tortues, des lézards et à faire des bêtises, ce qui ne dérange pas maman tant que je suis de retour avant 6 heures. La seule chose que maman n'aime pas, par contre, c'est lorsque je me fais mal, comme la fois où j'ai eu des saletés dans les yeux en faisant des bombes de boue pour embêter ma sœur. Maman n'a pas aimé ça. « Tes yeux sont précieux, David », a-t-elle dit alors qu'elle épongeait la boue avec une serviette à thé. Papa, bien sûr, ne m'a pas dit que mes yeux étaient précieux. Au lieu de cela, il me racontait des histoires à propos des yeux des gens qu'il connaissait. Des histoires terribles. Comme l'histoire de son camp scolaire quand il était professeur. Il était à l'île Morton avec un groupe d'enfants pour une sortie scolaire. Ils ont pris la chaloupe, ont vu un requin marteau et ont campé sur la plage. Ils ont passé un super moment et ont même mangé des chips obtenus gratuitement dans un magasin au milieu de l'île. C'est seulement lorsqu'ils sont allés se promener dans la forêt tropicale que les choses sont devenues horribles. Il y avait des sangsues partout, et même s'il ne l'avait pas remarqué, un petit garçon s'est retrouvé avec une sangsue sur le visage. Ce n'était pas grave, une petite sangsue. Elles sont si petites que vous pouvez habituellement les chasser avec le doigt.
C'était devenu un vrai problème, parce que cette sangsue se glissa sur le visage du petit garçon pour finalement se loger dans son orbite alors que le petit garçon galopait joyeusement à travers l'île Morton avec ses copains. Il ne l'avait même pas remarquée. Elle était si petite. Le seul problème avec les sangsues, c'est qu'une fois qu'elle commençait à vous sucer le sang, elle grossissait. Normalement, c'est à ce moment que vous les remarquez, toutes gonflées comme des sangsues. Gonflées de votre sang qu'elles ont sucé avec leur croc. Vous devez ensuite les enlever, des fois avec du sel, en les pelant, parfois en criant. En fait, souvent en criant. Parce que des sangsues, c'est horrible. Mais ce n'est pas la partie terrible de cette histoire. La partie terrible est que la sangsue s'était retrouvée derrière l'œil du petit garçon joyeux. Eh oui, derrière. Et une fois là, la sangsue s'est mise à faire ce que les sangsues font. Elle a bu le sang du garçon, ce qui a fait grossir la sangsue énormément. Une grosse sangsue est beaucoup plus à l'étroit qu'une petite sangsue dans un espace étroit. Une grosse sangsue est très à l'étroit, derrière l'œil d'un petit garçon. En fait, le petit garçon est devenu de plus en plus agité alors que la sangsue grossissait. La sangsue s'était retrouvée derrière le globe oculaire du garçon, à côté du cerveau. Ce n'est pas vraiment un endroit où des choses se retrouvent, surtout des grosses choses. Mais si vous croyez que le petit garçon était agité lorsque la sangsue gonflait, vous auriez dû entendre son cri alors qu'un professeur lui a dit qu'il pouvait voir une sangsue derrière son œil, mais qu'elle était si grosse que personne ne pouvait l'attraper. La sangsue était prise derrière l'œil du petit garçon et à côté de son cerveau. Une grosse sangsue. C'était horrible. Le petit garçon apeuré a dû aller à l'hôpital pour une chirurgie de sangsue d'urgence. Il a survécu, mais ce fut horrible. Et ceci n'est pas, bien sûr, l'histoire d'œil la plus terrible de papa. Il a toujours une autre histoire. L'histoire d'œil la plus terrible était à propos d'un garçon qui jouait dehors avec son ami, et cet ami était mon papa. Papa et ce garçon jouaient dans les rues de Newcastle, là où papa a grandi. C'est le même parc où la sœur de papa, Mexie, avait trouvé la moitié d'un doigt d'enfant sur une balançoire. Selon papa, elle l'a ramené à sa mère dans un carton d'allumettes. Sa mère en fut dégoûtée et s'en est débarrassée. Horrible. Donc, ils jouaient, papa et son ami, dans ce parc à doigts. Il avait bien du plaisir à courir, rire, se télescoper et se cogner contre bien des choses, comme des enfants en bonne santé le feraient. Et c'est là que l'ami de papa a couru près d'un arbre et a reçu un petit coup de brindille dans l'œil. C'était pas grave, c'est juste un petit coup. Personne n'aime recevoir un coup dans l'œil, mais excepté avoir l'œil un peu rouge. L'ami de papa a pu continuer à jouer normalement jusqu'à ce qu'il déclare vouloir retourner à la maison, ce qu'il a fait. Ce ne fut que plus tard ce soir-là qu'il s'est plaint à sa mère que son œil collait et qu'il clignait des yeux tout le temps. Sa mère était inquiète comme toute bonne mère, mais malgré cette inquiétude, elle a dit à son fils de dormir et qu'ils iraient chez le docteur le lendemain matin si son œil lui faisait encore mal. Et donc, l'ami de papa est allé dormir comme sa mère lui avait dit de le faire. Et il s'est levé le lendemain pour voir si son œil lui faisait encore mal. Évidemment, l'œil était toujours douloureux, et un peu plus que la veille. Parce que son œil s'était vidé sur son oreiller durant la nuit. Tout ce qui lui restait était un orbite vide, là où son joli œil était auparavant. Absolument horrible. C'est pourquoi, selon mon papa, tout est bien qui finit bien jusqu'à ce que quelqu'un perde un œil. Et c'est pourquoi chaque matin, lorsque je me réveille, je vérifie pour être sûr que mes deux yeux ne se sont pas vidés avant d'aller à l'école. Le garçon est la vitre de l'autobus.
Vous savez ce que c'est lorsque vous avez les mains à l'extérieur de la vitre de l'auto et que votre père vous demande de les rentrer pour ne pas vous blesser? Eh bien, il est probable que ce soit votre père. Mais moi, mon père ne fait que rigoler et me raconte une autre histoire lorsque je le fais. Oui, vous pouvez sans doute imaginer à présent le genre d'histoire dont il s'agit. Chaque fois que je fais quelque chose qui entraîne le récit d'une histoire par mon père, n'importe quelle histoire, bon, j'arrête de le faire. Immédiatement. Parce que toutes ces histoires sont terribles. Et je ne veux pas être l'une de ces histoires un jour. Mais le garçon de cette histoire n'avait eu personne pour l'avertir. Il était seulement un petit garçon à l'école de papa. Ils avaient l'habitude de prendre le bus ensemble, ce que le garçon aimait bien, car c'était le bus de son papa à lui. Alors, il se sentait bien important lorsqu'il prenait le bus, ce garçon-là. Ce jour-là, le jour de l'histoire de papa, mon papa et ce garçon prenaient le bus après l'école. Et comme d'habitude, le garçon était bien fier d'être dans l'autobus, et il aidait son père à contourner un panneau de signalisation. Et quelle est la distance, fiston? Demanda son père à l'avant du bus. Le garçon sortit sa tête du bus, on pouvait le faire avec les vitres de bus à cette époque, et observa la situation. Oh, il y a plein d'espace, dit-il assez fort pour que tous les autres enfants puissent l'entendre. Ah, merveilleux, pensa le père avant d'enfoncer le pied sur l'accélérateur. Et voilà, le cou du garçon se brisa alors qu'il passait trop près du panneau de signalisation, qui était bien plus près que le petit garçon et son père ne l'avaient imaginé. Horrible. Papa était l'un des enfants qui se sont précipités hors du bus en hurlant lorsque le garçon retomba mort sur son siège, les yeux exorbités et le cou plié selon un angle impossible. Et voilà pourquoi je ne passe plus mes bras à l'extérieur des vitres du bus. Mon oiseau, Hitz. Ma sœur Jeanne a titillé mon père pendant des années pour avoir un oiseau. S'il te plaît, papa, disait-elle, s'il te plaît. Bien sûr, à la fin, on a pu en avoir un, parce que papa est un bon papa. Mais comme c'est papa, il ne s'est pas seulement dirigé vers le magasin pour acheter une petite cage d'oiseaux. Au lieu de cela, il a construit une grosse cage, une volière, en bois et grillage. C'était magnifique. Bien sûr, nous voulions tous avoir nos oiseaux. Mon frère Robert, qui avait aidé papa à construire la cage, voulait un dindon et n'a pas pu l'avoir. Jane, qui n'avait pas aidé, voulait un paon. Elle n'a pas pu l'avoir non plus. À la fin, nous avons eu des inséparables. Ils sont bien jolis, les inséparables. Ils pépient, sautent, volent et bondissent. Vous pouvez leur demander de s'asseoir sur votre doigt et parfois, ils le font juste pour le plaisir. Mon inséparable était jaune. Je l'ai nommé Hitz. Je ne sais pas vraiment pourquoi je l'ai nommé Hitz, mais c'était le mien et je l'aimais. Nous passions tout notre temps ensemble. Hitz et moi, au moins lorsque je ne passais pas mon temps avec mon chien Jaco. Hitz me suivait autour de la cage lorsque je m'approchais, me réclamant un petit grattement sur la tête, ce que je faisais. Il a même eu des petits dont il s'occupait et me laissait les prendre lorsqu'ils devenaient roses, ou bleus, ou verts, ou qu'ils changeaient de couleur lorsqu'ils vieillissaient. Hitz a eu des petits à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il soit un peu vieux lui aussi, un peu échevelé, épuisé, pas au mieux de sa forme. Ah, ça ne me dérangeait pas, moi, par contre. Il était toujours mon ami, et nous avons bien du plaisir à jouer ensemble chaque jour après l'école. Sauf qu'un jour, lorsque je suis revenu à la maison, Hitz n'était plus là. Où est Hitz? Me suis-je éclamé à la cantonade. Mon papa a entendu mon cri du salon et est venu me demander de m'asseoir. Il avait une nouvelle histoire. Une histoire juste pour cette journée. J'étais effondré avant même qu'il commence. Je connaissais bien les histoires de papa. Celle-ci concernait papa qui avait eu pitié de Hitz qui, à ce moment-là,
n'avait plus de plumes et semblait se laisser dévorer par des bestioles de toutes sortes. Il était simplement trop vieux, David, a dit papa. C'était pour son bien. J'ai pleuré. Et pleuré en pensant à Hitz sautant sur le doigt de papa en toute confiance une dernière fois. Papa avait tourné le cou de Hitz afin de mettre fin à ses souffrances, ce qui est un thème récurrent chez papa. Quoique habituellement cela se fasse avec une brique selon lui. C'était horrible. Mais pas aussi horrible que je pensais. Même en ayant du chagrin, je pouvais comprendre que c'était mieux pour Hitz, car personne ne veut plus avoir toutes ses plumes et se faire dévorer par les puces. Ce que je ne savais pas, et ce que j'ai appris quelques années plus tard, c'était que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Avec l'étrange demi-sourire qui accompagnait toutes ces histoires, papa m'a dit ce qui s'était vraiment passé. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai brisé le cou de Hitz ce jour-là, David. Cela n'a pas été facile, je te le dis. Non, j'en suis sûr, papa, ai-je dit. Il était mon ami, et je suis très triste. Oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire, a dit papa. Le petit ne voulait pas mourir, alors j'ai dû utiliser toute ma force pour lui briser le cou. Le plus terrible, c'est que sa tête est restée dans ma main. Vous savez ce qu'est une histoire horrible lorsque mon père l'admet? Je ne peux décrire le sentiment déchirant que j'ai ressenti en pensant à mon père brisant le cou de mon animal de compagnie à main nue pour mettre fin à ses souffrances. C'est pourquoi j'ai toujours refusé toute suggestion de papa de mettre fin aux souffrances de n'importe qui et de n'importe quoi, surtout avec son aide. Le pique-note. Une des conséquences d'avoir toujours écouté les histoires de papa est que je ne vois pas les choses comme les autres enfants. J'ai tendance à voir le côté drôle en premier. Le jour de cette histoire, j'étais dans ma petite maison, dans ma petite rue, où ma famille et moi passions la plupart de notre temps. Papa nettoyait, ce qu'il fait de temps à autre pour tout ranger et pour éteindre les lumières. Il déteste que nous gaspillons l'électricité. Donc papa se promenait de pièce en pièce, chantonnant et nettoyant et éteignant toutes les lumières, lorsqu'il arriva au bureau de maman. Sur le bureau se trouvait une de ces pique-notes sur lesquelles vous pouvez empiler les factures l'une sur l'une où elles restent jusqu'à ce qu'elles soient payées. Donc papa n'avait pas vraiment porté attention à ce pique-note à ce moment-là. Il ne savait pas encore qu'il était dans sa propre histoire. Sinon, il est probable qu'il aurait fait plus attention. Mais il ne l'a pas fait. Et donc, en repérant $1 par terre à côté du bureau, papa se pencha de toutes ses forces pour le ramasser. Toutes ses forces. Et de toutes ses forces, ce qui était assez impressionnant, papa s'est penché vers le bureau. Malheureusement pour papa, il n'avait pas bien calculé la distance entre sa tête chauve et le pique-note. Probablement parce que maman lui avait coupé le coin de l'œil avec une carte routière lors de leur voyage en Nouvelle-Zélande. Peu importe la raison, sa tête se heurta contre les pique-notes avec beaucoup de force. Il le fit avec tant de force que si le pique-note avait heurté son œil, il aurait directement atterri dans son cerveau, et pour utiliser ses propres mots, cela aurait mis fin à ses souffrances. Mais bon, ce n'est pas arrivé. Il s'est planté sur son front, juste sous la partie chauve de son crâne. Cela a plutôt été un choc pour mon pauvre vieux papa qui n'était pas habitué à se retrouver dans ses propres histoires de cette manière. « Ah !» s'écria-t-il horrifié. Parce que c'était assez horrible d'avoir un pique-note dans la tête. « Ah !» s'écria-t-il une fois de plus alors qu'il se relevait avec la broche logée dans le crâne. Ah !» s'écria-t-il en traversant la pièce en courant et avec désespoir, car son désespoir augmenta lorsqu'il vit une facture de téléphone accrochée devant ses yeux. « Oh !» s'écria-t-il une dernière fois, en courant dans tous les sens, devant nous, ne sachant pas vraiment ce qui lui arrivait. Du moins jusqu'à ce que le pic-facture tombe de son crâne. Oui, c'était horrible. Mais pour moi, en tant que petit garçon qui avait entendu tant d'histoires similaires et qui les considérait comme normales,
C'était horrible, mais drôle aussi. Surtout parce qu'il s'en est bien sorti avec une petite cicatrice et une empreinte de pique-facture dans le crâne. Peut-être que je suis devenu mon papa. Parce que maintenant, c'est mon histoire. Et j'ai commencé à la raconter à qui veut l'entendre avec un petit sourire sur le visage. Vous compris, vous compris, vous compris.